OK. Donc, je vois déjà qu'on est une quarantaine. Donc, on va commencer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à aborder. Donc, un grand merci à tout le monde d'être présent ici. Donc, cette conférence-ci, cette table ronde, en fait, est partie d'une impression du fait qu'on a vraiment très peu de connaissances, d'occasions d'échanger sur la santé des femmes de la diversité sexuelle. Donc, il y a quand même plus de ressources accordées aux hommes, j'essaie de ne pas parler trop vite pour les interprétateurs, donc aux hommes gays ou aux communautés LGBT de façon plus générale, donc notamment avec le contexte de la crise du sida dans les années 80 et des enjeux liés aux ITSS. Bon, récemment, on a vu aussi avec la variole simienne dans les communautés gays qu'il y avait plusieurs interventions par rapport à la vaccination. Donc, en tant que femme de la diversité sexuelle, en tant que femme lesbienne, queer, trans, bi, on a tendance à être un peu dans l'ombre de ces discussions-là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'occasions de parler, d'échanger et aussi d'avoir du financement, d'avoir des occasions pour essayer d'articuler des enjeux de la recherche sur les femmes de la diversité. Donc, sur cette intersection qu'est être femme et faire partie de la diversité sexuelle. Donc, quelque chose qui crée quand même, une intersection qui crée quand même des défis et des enjeux particuliers. Donc, cette conférence ici, on est, la plupart d'entre nous, je pense, on est situés à Tiohtià:ke, Montréal, donc sur le territoire de Kanien'kehá:ka. Et je vais vous présenter les panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, on a la grande chance, merci à vous vraiment d'avoir accepté de prendre part à ce panel. Donc, on a vraiment des invités, une table ronde très diversifiée. Donc, je vais vous les présenter brièvement avant qu'on lance la table ronde. Donc, moi-même, je m'appelle Tara Chanadi. Je suis postdoctorante à l'École de santé publique au Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Donc, j'ai travaillé beaucoup durant mon doctorat sur les enjeux liés aux identités et aux espaces des femmes de la diversité sexuelle. Donc, je m'identifie personnellement comme lesbienne et actuellement, je travaille sur les enjeux liés à la consommation de substances et sur la santé mentale des jeunes communautés LGBT. Donc, je m'intéresse particulièrement au récit des femmes de la diversité sexuelle dans la recherche, dont j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus tard. Donc, je vais vous présenter nos panélistes. Donc, on a le grand plaisir d'accueillir Lynn Chamberlain, qui est sociologue et qui a fait des énormes contributions. Donc, je pense que tout le monde qui est au Québec connaît les travaux de Lynn. Donc, des énormes contributions pour visibiliser les enjeux lesbiens, les enjeux de la diversité de genre et de sexualité au Québec. Donc, elle est professeure à l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et de genre en 2011. Parmi ses nombreux travaux, on a le fameux Mémoire lesbienne, donc un ouvrage vraiment très important sur le lesbianisme à Montréal dans les années 50 et 60. Donc, on n'a vraiment pas beaucoup d'ouvrages qui ont mis en lumière, ont visibilisé les trajectoires des femmes de la diversité sexuelle au Québec, vraiment. Donc, c'était un ouvrage pionnier dans la compréhension des vécus lesbiens. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous. Donc, ces nombreuses recherches touchent notamment les discriminations envers les minorités sexuelles et de genre dans divers contextes institutionnels, donc autant dans le milieu de travail, dans le milieu scolaire, dans les services sociaux, en termes de santé, en termes de vieillissement et en termes de famille homoparentale. Donc, on a Cynthia Estéric avec nous du RLQ, donc le Réseau des lesbiennes du Québec. Merci beaucoup, Cynthia, d'avoir accepté de te joindre à nous. Donc, depuis le printemps 2020, elle travaille comme adjointe à la direction pour le Réseau des lesbiennes du Québec. Donc, elle a travaillé déjà avec le Réseau des lesbiennes du Québec en 2017. Donc, Cynthia est diplômée d'un baccalauréat en sexologie, donc comme plusieurs personnes présentes ici. Donc, on a une certaine tendance à avoir des études en sexologie. Donc, elle s'est intéressée beaucoup aux communautés LGBTQ et son intérêt pour le féminisme l'a poussée à vouloir travailler avec les femmes et à défendre leurs droits. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous, Cynthia. Donc, Marie-Édith Vigneault, qui a aussi un parcours en sexologie et une maîtrise en travail social, est une personne queer lesbienne qui s'est définie aussi comme acadienne. Elle travaille au respect des droits et au mieux-être des populations LGBTQ, particulièrement des jeunes depuis plus de 10 ans. Donc, elle a vraiment un parcours très, très diversifié. Elle a travaillé notamment avec l'organisme communautaire Alter Hero.
à la Coalition des groupes jeunesse LGBTQ, à la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres et leurs familles, et depuis 2019 à la Fédération des cégeps. Donc, vraiment un parcours assez impressionnant. Donc, on apprécie vraiment que tu sois ici avec nous pour nous partager des insights sur ton expérience à travers tout ça. Kim Forget-Desrosiers, donc merci beaucoup d'être avec nous. Kim est ici à titre, elle travaille comme intervenante psychosociale à l'Aide aux trans du Québec, donc l'ATQ depuis 3 ans et demi. Donc, Kim fait énormément de choses à l'ATQ avec peu de ressources, donc c'est vraiment impressionnant toute l'expérience terrain qu'elle a. Donc, on apprécie vraiment que tu sois ici avec nous. Elle s'identifie comme femme trans lesbienne qui a fait sa transition depuis 10 ans et qui a aussi un bac en sociologie et qui a fait la majorité de ses travaux sur les personnes queer. Sexologie. Sexologie. C'est quoi que j'ai dit? J'ai-tu dit sociologie? Ouais, sexologie, c'est ça. On est soit en sexo ou en socio. Donc, en sexologie. Donc, 3 en sexo et 2 en sociocom. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, Kim. Et finalement, Lamia Boukentar n'a pas pu se joindre à nous, malheureusement. Elle a eu un empêchement, mais elle a une vidéo à nous présenter. Donc, elle a une vidéo de 10 minutes que je vais vous présenter au courant de la discussion. Donc, elle est doctorante en communication à l'Université de Montréal, où est-ce qu'elle est aussi chargée de cours, et elle travaille sur les trajectoires migratoires des femmes LGBT arabes et des personnes LGBT arabes qui s'identifient aussi comme non-binaires et gays. Donc, elle va nous présenter certains aspects de sa recherche qui touchent, elle a vraiment remarqué qu'il y avait beaucoup d'enjeux de santé mentale qui émergeaient malgré le fait qu'il n'y avait pas de questions de recherche directement posées là-dessus. Donc, merci beaucoup à vous toutes d'être ici avec nous. Puis peut-être pour lancer la balle, donc aujourd'hui, j'aimerais que ce soit un peu une discussion informelle. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas préparé on n'a pas préparé de PowerPoint ou de matériel précis. C'est vraiment le but de cette discussion, c'est d'essayer de réfléchir ensemble, aux besoins, aux défis, à la situation en termes de manque de connaissances, en termes de manque de financement, en termes de manque de ressources par rapport aux enjeux des femmes de la diversité sexuelle. Donc, comme je le disais au début, il y a vraiment un manque à combler. Il y a vraiment des enjeux d'invisibilité. C'est très difficile d'avoir des espaces pour échanger sur ces questions-là. Donc, le but d'aujourd'hui, et si le public veut poser des questions, donc on vous invite vraiment à faire ça de façon interactive avec nous, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait penser éventuellement à de meilleures avenues pour combler ces manques. Donc, une première question que j'aimerais lancer, donc une question un peu plus, disons, un peu plus large, un peu plus générale, ce serait qu'implique, selon vous, l'intersection entre être femme et faire partie de la diversité sexuelle? Parce que souvent, dans les recherches en santé, quand on parle des communautés LGBT de façon générale, on va en parler de façon assez homogène, donc parler des défis des communautés LGBT, et on va parfois ne pas vraiment regarder l'intersection entre être femme, donc faire partie d'une minorité, minorité de genre, on n'aime pas nécessairement le terme minorité de genre pour définir les femmes, mais entre être femme et en s'identifiant comme faisant partie de la diversité sexuelle et de genre, donc comme lesbienne, bisexuelle et queer. Donc, je lance la balle. Donc, c'est quoi que ça impliquerait selon vous, cette intersection en termes de besoins, en termes de défis? Qui veut commencer? C'est toujours pas évident de... La première personne, c'est de briser la glace, c'est un peu difficile. c'est toi, là. Oui, c'est moi. Je vais briser la glace, il y a du monde qui va enchaîner. C'est une question assez complexe et assez longue, là. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un peu difficile à répondre d'une certaine façon, mais tu sais, je veux dire, comme dans la communauté trans, je veux dire, parler pour les femmes trans et on va parler de transmisogynie, où justement il va y avoir de la misogynie d'un côté, puis de la transphobie de l'autre côté. Donc, justement, tu sais, dans le monde médical, je veux dire, les femmes sont en général prises beaucoup moins au sérieux pour toutes sortes de raisons. Puis là, si on ajoute justement avec l'intersectionnalité, justement, des femmes queer, lesbiennes, bi, ben là, c'est en plus l'invisibilité qui est mise de l'avant. Fait que c'est comme une certaine façon, une double invisibilité à un certain égard.
Pour les personnes trans, ben là, c'est pris au sérieux des fois. Ben, les femmes trans, pour être pris au sérieux dans certains aspects au niveau médical où tout est basé sur la transsexualité, je veux dire, la transidentité, désolé. Un peu nerveuse. Fait que des fois, c'est comme on n'a pas de ressources parce que les personnes ne connaissent pas c'est quoi le sujet de la transidentité, fait que tout est mis là-dedans. On est oublié qu'à certains besoins, je veux dire, qui ont besoin d'être comblés, par exemple, ne le sont pas, même si ça n'a pas rapport en tout avec la transidentité, je veux dire. On peut faire une dépression, puis ça n'a pas de lien nécessairement à la dysphorie en soi. Par exemple, je pourrais dire, je lance la balle comme ça, s'il y a des personnes qui veulent enchaîner. Je continuerai à surfer sur ce que Kim a dit par rapport aux services de santé et tout. Effectivement, quand on est femme, je pense qu'il y a des enjeux qui sont moins pris au sérieux. Et il y a beaucoup de présomptions par rapport au fait qu'on est hétéro, hein, et au fait qu'on est cis, dans le système de santé et ailleurs aussi. Mais quand on est dans des situations où on est particulièrement vulnérable, comme quand on doit avoir accès à ces services de santé, c'est particulièrement alarmant de ne pas être prise au sérieux, puis qu'il y a tellement de présomptions autour de nos sexualités, de notre genre, des mots qu'on utilise pour parler de nos réalités, des mots qu'on utilise pour parler de nos pratiques aussi. Je trouve qu'il y a vraiment un manque d'éducation à ce niveau-là. Et ouais, je me garde le reste pour la suite, je pense. Je vais passer la balle. Oui, ben ça fait penser. Ah oui, vas-y, Lynn. Oui, bien peut-être, en fait, ce que j'avais préparé, c'était plutôt certaines données qui pouvaient être pertinentes pour lancer la discussion et qui viennent de l'enquête SAVI LGBTQ. SAVI, c'est savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ. Donc, on a beaucoup d'indicateurs d'inclusion et d'exclusion dans différents domaines de vie dans cette enquête-là, notamment dans l'accès aux services de santé. Et on peut comparer hommes et femmes, on peut comparer aussi à l'intérieur des femmes selon de la diversité sexuelle. Donc, peut-être ici, je pourrais parler de la comparaison homme-femme, si on veut. C'est une façon de parler du croisement ou de l'intersection hommes et femmes. Alors, dans les indicateurs d'accès aux services de santé, quand on compare les hommes et les femmes, en moyenne, puis on va voir que c'est vraiment des moyennes, parce que quand on regarde après pour le groupe des femmes, il y a des différences à l'intérieur. Mais disons, en moyenne, il n'y a pas de différence pour l'accès à un médecin de famille. J'étais étonnée. C'est à peu près la même chose que dans la population, mais c'est la moyenne. C'est autour de 80 %. Il n'y a pas de différence dans la satisfaction des soins reçus lorsqu'on reçoit des soins. J'ai été malade, j'ai vu le médecin, on m'a fait telle affaire, ça va. Par contre, pour tous les autres indicateurs, les femmes sont moins bien desservies. Les indicateurs sont plus négatifs du côté des femmes, notamment pour ce qui est d'avoir des services de santé, accès à des services de santé à proximité, rapporter un climat pour les personnes LGBT qui soit considéré comme on demande, est-ce que c'est très acceptant, pas acceptant? Bon, les femmes sont moins nombreuses à rapporter un climat très acceptant. On a aussi mesuré la satisfaction générale à l'égard des services de santé. C'est-à-dire, est-ce que le traitement est respectueux? Est-ce qu'il y avait des signes d'ouverture, des affiches ou autres? Est-ce que j'ai entendu ou pas des commentaires négatifs qui s'adressent à moi ou à quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai été obligée d'éduquer l'intervenant? C'est à quoi Kim faisait allusion tantôt. Est-ce que j'ai été obligée de faire son éducation? La satisfaction globale de l'ensemble des services reçus et je recommanderais ce service à un ou une amie. Donc, si on regarde ces 6 indicateurs-là, les femmes de la diversité sexuelle sont moins satisfaites que les hommes de la diversité sexuelle. Autre point, puis on pourrait y revenir, les femmes bisexuelles et les femmes queer, pansexuelles et autres, sont moins nombreuses à avoir un médecin qui est au courant de leur orientation sexuelle, donc avec qui il y a une transparence, et sont plus nombreuses à rapporter des besoins de santé non comblés. Donc, ces 2 derniers écarts-là, on ne le voit pas pour les lesbiennes et les gays, c'est-à-dire lesbiennes, il y a plus de
transparence. On fait le médecin est au courant de l'orientation sexuelle dans une proportion assez élevée quand même, ça m'a étonnée, mais pas pour les femmes bisexuelles, queer, pansexuelles et autres. Et même chose pour les besoins de santé non comblés. Ça, c'est quand on demande d'abord, est-ce que vous avez eu un besoin de santé dans les 12 derniers mois, puisque ce besoin, soit de soins ou d'examen de santé physique ou mentale a été satisfait. Est-ce que vous avez obtenu les soins ou les examens que vous auriez souhaité avoir? Donc là, il y a un écart homme-femme, mais qui n'est pas par rapport aux lesbiennes, plus par rapport aux femmes queer, bisexuelles. Donc, dans l'ensemble, quand même, le portrait est moins satisfaisant. Alors que les femmes, d'habitude, ont un rapport au service de santé qui est beaucoup plus... si on reparle des femmes en général dans la population, les femmes ont un rapport au service de santé qui est plus proche. Même des fois, il y a des gens qui vont travailler sur les questions de santé et hommes, ils vont dire le service des systèmes de santé pas fait pour les hommes hétéros, etc. Alors, du côté de la diversité sexuelle, c'est pas ce qu'on observe. Puis je pourrais y revenir parce que le bloc des femmes, la diversité sexuelle, ce n'est pas un bloc homogène non plus. Fait que je pourrais revenir sur des points. Cela dit, ça ne nous dit pas, ce sont des constats, mais ça ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe là. Ça, je pense qu'on est là pour en discuter aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Puis, c'est intéressant parce que quand on s'en parlait au début, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de données. Tu as été creusé sur... C'est des données actuelles. Il y a quelqu'un qui nous demande justement dans le chat, est-ce qu'on peut avoir accès aux résultats du sondage, mais ce n'est pas encore sorti, c'est ça, ceux-là. Hein? En fait, il y a différentes données qui sont sorties. Mais sur l'accès aux soins de santé, je pense que moi, j'ai un accès privilégié là, à une base de données qui a un peu de tableau de bord d'une série d'indicateurs d'inclusion et d'exclusion, puis on peut moduler ça, puis avoir des résultats pour les hommes, pour les femmes, selon le cis versus trans non-binaire, en fait, tout ça. Et ça, je sais que ça va être sur le site de Savie éventuellement, mais je pense que ça n'y est pas encore parce qu'il y a encore des petites corrections à faire. Cela dit, je vous invite à Savie-LGBTQ, puis les résultats qui sont là, qui sont disponibles, sont indiqués là. Puis il y a à l'automne, au mois de novembre, les journées Savie, comme à chaque année au mois de novembre, mi-novembre à peu près. Puis c'est tout ça un lieu pour avoir accès à ces résultats-là. Mm-hmm. Merci. Ça me fait penser, quand on voit quand même que c'est des données qui sont très peu encore, très peu connues. Ça fait juste commencer un peu à prendre de l'expansion. C'est quoi qui explique ce manque de connaissances, le manque de données par rapport spécifiquement aux soins de santé des femmes de la diversité sexuelle? Comment est-ce qu'on peut Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des blocages par rapport à la production d'informations là-dessus? La situation. Kim? Oui. Je pourrais dire que en partie, je veux dire la visibilité en soi, que c'est la sexualité des femmes qui ont des relations sexuelles avec d'autres femmes. Je vais commencer à dire FARSAF. Oui, on aime ça, ce terme-là. Donc, oui, je pense que ce n'est pas pris autant au sérieux et tout. C'est une des raisons. Puis, je veux dire, par rapport à un contexte, je veux dire, d'une autre façon, par exemple, si moi, quand j'ai fait des recherches pour essayer de voir les différences, par exemple, entre hommes trans et femmes trans, j'étais toujours catégorisé ensemble pour presque tout, sauf tout ce qui est en lien avec les ITSS, parce que les ITSS, il y avait beaucoup de VIH dans la communauté des femmes, au niveau des femmes trans pendant certaines années, au niveau des années 80-90, puis là, le gouvernement voyait ça comme une menace, on pourrait dire ça d'une certaine façon. Donc, ils ont financé là-dedans. Fait qu'il y a eu beaucoup de recherches en lien avec ça pour comment protéger la population en général en aidant les femmes trans, mais c'était plus dans le but d'aider la population en général. Puis je crois que c'est une notion, d'une certaine façon, la raison pourquoi ça a été moins financé justement pour les femmes cis, lesbiennes, bi, pansexuelles, queer. Ça peut être une des raisons. Mais oui, Cynthia? Oui, mais je suis un peu dans le fond ce que Kim disait. Je pense qu'il y a vraiment comme un peu un désintérêt ou peut-être pas un désintérêt, mais on pense que c'est pas important. On pense que c'est pas si grave que ça, ou généralement, on a souvent entendu que les relations sexuelles entre femmes ne sont pas des vraies relations sexuelles parce que X, Y, Z raison. Donc, je pense qu'on n'a pas l'impression que c'est important, donc on n'a pas l'impression qu'on va mettre des subventions là-dedans, mais en même temps, il y a tellement de raisons. On pourrait lister
mille une raisons, mille une hypothèse de pourquoi il n'y en a pas. Mais c'est vraiment dommage parce que on est quand même une bonne partie de la population, puis on a besoin de ces données-là, puis elles sont extrêmement utiles. Puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'on en veut, ces données-là. Excusez-moi l'anglicisme, mais on en crave. Tu sais, c'est ça. J'ai aimé le signe de Marie-Édith. Puis sur ça, Marie-Édith, je te relance la parole. Merci. Je trouve ça intéressant, Kim, que tu parles de danger. Tu sais, que comme ça crée un danger pour la population générale, puis pour les personnes cis particulièrement, qu'il y a eu des avancées par rapport à ça. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe quand on parle de la santé des FARSAF, je reprends l'expression. Tu sais, on entend souvent, Cynthia, tu l'as dit, la sexualité entre femmes, c'est pas une vraie sexualité, c'est pas une sexualité qui est complète. Combien de fois on a entendu il n'y a pas d'ITSS entre femmes? J'ai entendu des horreurs que c'est la bisexualité qui aurait emmené les maladies chez les lesbiennes. Tu sais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, de faire du travail pour éteindre des feux, hein, quand il y a des urgences, pour éviter les dangers, pour se battre contre ces dangers-là. Ça peut passer quand ça touche la population, disons, plus générale, mais c'est très difficile de faire du travail de prévention. Hein. Puis je vais parler surtout de santé sexuelle. Ils sont très rares, les outils de prévention en tout cas pour assurer une bonne santé sexuelle des FARSAF versus le matériel qu'on voit pour les ARSA, pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et je trouve que le matériel qui est fait pour les ARSA est beaucoup plus inclusif aussi. Par exemple, des hommes trans. Et ce qui est produit pour les FARSAF n'est pas très inclusif de la diversité de genre et de la diversité des modalités de genre, quand on parle des FARSAF. Fait que merci Kim pour cet insight intéressant de danger pour la population générale. Ça me fait réfléchir beaucoup. Oui, Kim, ensuite Cynthia. Je voulais juste dire que le CSL ont fait un guide sur la santé sexuelle des femmes de FARSAF qui est excellent. J'ai aidé un petit peu à la correction, puis je le trouve vraiment génial. Oui, ça, juste mentionné, c'est le CSL, c'est le Centre de solidarité lesbienne qui pouvait malheureusement pas être avec nous et qui, en fait, avec le RLQ, donc ben, justement, Cynthia, tu vas pouvoir reprendre et puis nous parler peut-être du rôle du RLQ là-dedans. C'est les deux seuls organismes destinés à la diversité des femmes sexuelles au Québec et qui fait un travail vraiment de terrain. Oui, merci Tara et merci Kim aussi d'avoir parlé de ça. Je fais juste aussi une petite parenthèse à Marie-Édith. Tu parlais des outils de protection pour femmes, la diversité sexuelle. On ne parle pas aussi du coût. Je veux dire, des condoms, c'est facile à trouver, des condoms masculins, mais les condoms féminins, les digues dentaires, c'est super difficile à trouver. Puis quand tu les trouves, le prix est vraiment exorbitant. Donc, ce serait autre chose à travailler, mais merci Marie-Édith d'avoir apporté. Puis oui, Tara, je prends une petite parenthèse pour parler du RLQ puis du Centre de solidarité lesbienne. En fait, on est les deux seuls organismes au Québec qui s'occupent exclusivement des femmes de la diversité sexuelle en lien avec l'orientation sexuelle. Donc, nous, le réseau, je vais parler pour le réseau, on est un organisme en défense collective des droits. Donc, nous, on porte la voix des femmes de la diversité sexuelle pour essayer qu'elles soient représentées dans toutes les sphères. Malheureusement, comme vous le savez, le communautaire, c'est sous-financé. Donc, on est une très petite équipe et on essaie d'être partout en même temps. Et c'est très difficile parce qu'il faut aller dans les organismes LGBTQ+, pour leur dire « Arrêtez d'oublier les femmes de la diversité sexuelle ». On existe aussi, mais il faut aussi aller envers les gouvernements, envers les organismes féministes. Donc, il faut aller un petit peu partout. Mais évidemment, on est une petite équipe puis on essaye bien. Et le Centre de solidarité lesbienne, rapidement, c'est un centre qui font de l'intervention individuelle, donc plus du contact direct avec la population et travaille aussi en violence conjugale à l'intérieur des communautés LGBTQ+, féminines. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Je vous conseille vraiment d'aller voir les services que les deux organismes offrent. Oui, merci Cynthia. En effet, c'est vraiment super important. Puis, tu sais, parlant du manque d'accès, vous avez tellement soulevé des choses intéressantes. Bon, le coût, le manque d'information, le stigma, le préjugé. Il y a aussi les violences vécues par les femmes de la diversité sexuelle, notamment en allant voir des médecins, en allant voir des gynécologues,
pardon. Donc, si on peut même parler de... Puis, là, j'aimerais ça parler aussi de la validité de considérer d'un point de vue féministe les expériences des femmes de la diversité sexuelle comme pouvant être inclus dans la recherche. Donc, de faire plus de recherche qui inclut les récits de vie, les perspectives des femmes de la diversité sexuelle. Par exemple, quand j'avais été chez le gynécologue il y a 7-8 ans à peu près, il m'avait dit... en me faisant le test, donc les doigts dans moi, il m'avait dit fait que toi, tu n'as jamais eu de vrai sexe en me regardant dans les yeux, puis comme c'est quand est-ce que tu vas avoir du vrai sexe? Donc, c'est des violences quand même, des violences gynécologiques, des violences vécues souvent, justement ici au croisement d'être femme et d'être faisant partie de la diversité sexuelle, donc vraiment des choses qui souvent ne sont pas, moi, j'ai pas fait de plainte, je connais beaucoup de gens autour de moi non plus qui ont vécu ça, qui ne font pas des plaintes. Donc, il y a tout ça aussi qui devrait être reporté, qui tend à être un peu des enjeux qui tendent à être invisibilisés. Oui, Cynthia? C'est vraiment intéressant, Tara, que tu amènes le côté de ton expérience personnelle parce que je trouve ça drôle avec les résultats de l'enquête Sa vie que Lynn nous a présenté. Je veux dire, Tara a une expérience comme ça. Moi aussi, j'ai une expérience comme ça. Puis je suis certaine que je parle à toutes les personnes que je connais dans la communauté, ont toutes déjà vécu des expériences similaires. Donc, je suis surprise la disparité entre les expériences communes qu'on connaît au quotidien puis les résultats de sa vie. Puis je me dis à quel point les femmes, on est habituées de sous-estimer ce qui nous arrive et de pas attribuer à ces événements-là que ce sont des événements violents, que c'est de la violence qu'on vit. Donc, je pense que ça pourrait être une hypothèse pourquoi, dans sa vie, par exemple, on a l'impression que les expériences sont quand même assez positives, alors que, comme tu l'as dit, Tara, tu n'as pas porté plainte. Moi non plus, je n'ai pas fait de plainte quand ça m'est arrivé parce que, justement, je me dis, mais c'est pas grand-chose. C'est juste un petit quelque chose, mais à force, quand on se met à se parler à toutes les personnes autour de nous, on se rend compte à quel point ça a un impact et à quel point ces situations-là sont vraiment violentes et quotidiennes. Oui, vraiment, merci. Marie-Édith? Mais quand on parle de toute forme de violence à caractère sexuel, en fait, les gens généralement ont ce réflexe-là de banaliser les violences qu'ils ont vécues au début. C'est une des principales raisons pourquoi les gens ne vont pas rapporter les violences sexuelles vécues. Ils ne vont pas porter plainte. Il y a aussi la confiance envers le système. Hein. Je disais, quand on est déjà dans une situation de marginalisation et qu'on est on est dans des situations où on a besoin de services, on est vulnérable, il faut avoir confiance envers les gens vers qui on va chercher ce service-là, pardon. Donc, quand on n'a pas confiance à la base, parce que nous-mêmes, on a vécu des expériences violentes, traumatiques, même désagréables, ou que les gens qui nous ressemblent ont vécu ce type d'expérience-là, évidemment, ça n'inspire pas la confiance. Donc, est-ce qu'on a envie d'aller porter plainte et même est-ce qu'on a envie d'aller consulter quand on a un enjeu de santé, quand on vit des choses désagréables ou violentes? Oui, absolument. Puis même en termes d'aller chercher des ressources, on peut se dire on n'a pas confiance dans un système de santé générale, mais même les cliniques qui sont dédiées à la diversité sexuelle. Je pense à la Licorne, je pense à l'Actuelle. Il y a beaucoup d'expériences de femmes de la diversité sexuelle qui n'ont pas été à l'aise dans ces cliniques-là. Je pense à notamment, pour donner un exemple personnel, une amie bisexuelle qui est dans un couple ouvert avec son conjoint. Les deux ont été voir le même médecin pour faire leur test d'ITSS. Les deux avaient eu 3 partenaires dans la récente année. Quand son conjoint a fait le test, le médecin lui a dit « Ah bon, OK, super, on va faire ton test, c'est tout. » Et quand elle est passée, il lui a dit « Aïe, 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 il faut pas avoir autant de partenaires. » Donc, c'est ça qu'il lui a dit. Donc, il y a toute cette idée que un peu de slut shaming, je sais pas comment on dirait ça en français, qui peut aussi être reproduit par rapport à la sexualité. Donc, vraiment pas une approche très de sexualité positive dans ces cliniques-là pour les femmes. Marie-Édith? On voit beaucoup, l'espèce de... Je cherche un mot, je suis désolée. Le fait de voir les FARSAF soit comme des personnes qui n'ont pas de sexualité ou n'ont pas envie d'avoir une sexualité ou des gens qui sont hypersexuels à l'inverse.
Donc, cette espèce de cette dualité-là, peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais cette dualité-là que tu es soit un ou soit l'autre, et ça dépend des contextes, je pense que ça a aussi un impact sur les services qu'on reçoit dans le monde médical. Absolument. Il y a une question dans le chat pour Cynthia. Est-ce que le RLQ peut accompagner les personnes qui souhaitent porter plainte? Sinon, vers qui peuvent-ils se tourner? Le RLQ n'offre pas présentement ce service et à ma connaissance, il n'existe pas d'organisme spécifique pour les personnes LGBTQ+, pour pouvoir pour pouvoir porter plainte. C'est-à-dire, je sais qu'il y en a quelques-uns qui existent et là, je m'en souviens pas par cœur, mais il y a des organismes qui peuvent aider à porter plainte, mais spécifiquement pour les femmes de la diversité sexuelle, il n'en existe pas malheureusement. Mais en fait, si vous vivez des situations comme ça, vous savez que vous pouvez porter plainte parce que c'est inclus dans la Charte des droits et libertés. Donc, vous ne devriez pas discriminer basé sur votre orientation sexuelle ou votre orientation de genre. Donc, via la Charte des droits, vous pouvez porter plainte et je ne pense pas que c'est un processus qui est très compliqué. Je ne pense pas que vous avez besoin de parler avec quelqu'un directement, mais malheureusement, nous, on n'offre pas ce service-là direct. Mm-hmm. Ça parle du manque, le nombre de ressources dont on a besoin. Marie-Édith ici vient de mettre un lien sur Interligne Espace Juridique, qui est une ressource LGBT qui peut aider dans ce contexte-là. Lynn? Oui, je voudrais revenir peut-être sur les données de sa vie que j'ai données, c'était quantitatif, mais il y avait eu une enquête de Jean Dumas il y a plusieurs années. Et là où il y avait eu du qualitatif, c'est-à-dire dans le questionnaire, on demandait aux hommes et aux femmes, et là, si je parlais des femmes, de rapporter qu'est-ce qui avait pu arriver dans votre expérience négative ou positive. Puis c'est vraiment la présomption hétérosexuelle qui revenait, mais aussi la présomption, moi je comprends ce que Marie-Édith dit sur la perception de ces pas de sexe ou au contraire beaucoup de débordements sexuels, mais il reste que la présomption qui était rapportée le plus souvent, ça fait quelques années, c'était le fait que le sexe était dans un cadre monoconjugal. Donc, comme dans les couples hétéros, la sexualité, ou surtout, et là je parle surtout des jeunes, l'entrée dans la sexualité dans un couple hétérosexuel se fait plus souvent dans un contexte monogamique, ce qui n'est pas le cas des femmes de la diversité sexuelle qui ont des parcours sexuels plus complexes, plus exploratoires, moins cadrés. Tu sais, c'est comme pas, voici mon chum, papa, maman, on peut dormir chez vous. Oui, il n'y a pas de problème, ma petite fille. Tu sais. Donc, souvent, l'entrée dans la sexualité, ça ne se fait pas dans le même contexte, il y a beaucoup plus d'exploration, tout ça. Et ça, les médecins, c'est vraiment, ils n'embarquaient pas. Il y a un autre aspect qui était ressorti aussi, puis je pense que c'est important parce que j'ai donné les résultats des femmes de la diversité sexuelle comme homogène, mais en fait, il y a quand même des différences importantes. Un aspect qui était ressorti, c'était le rapport au corps. C'est-à-dire, dès qu'un corps a une apparence différente, la pilosité, les tatouages, dès qu'un corps n'est pas perçu comme étant conforme aux normes de la féminité, là aussi, les répondants nous rapportaient des réticences ressenties. Puis le problème, c'est que souvent, c'est là, mais c'est pas dit, là, tu sais. Fait que c'est violent, mais en même temps, c'est pas comme si on disait ma crise de ta, mais ils sentent qu'il y a comme une espèce de dégoût du corps ou de rejet du corps. C'est ça. Puis, pour y aller, je m'excuse, je vais y aller, je vais poursuivre, mais je me tairai après. Là. Quand on essaie de décortiquer le bloc des femmes de la diversité sexuelle, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des écarts entre les femmes lesbiennes, les femmes cis lesbiennes, les femmes cis bisexuelles et les femmes queer, pansexuelles et autres. Et les lesbiennes expriment plus de satisfaction par rapport au service que les autres groupes. Il y a beaucoup de différences selon l'âge. Les plus mal desservis, c'est vraiment les jeunes, les 18-24 puis les 25-34. Ils n'ont pas de médecin de famille. Tous les indicateurs sont à peu près plus négatifs. Ils n'ont pas de médecin de famille. Le médecin de famille n'est pas au courant de l'orientation sexuelle. Ils ont des besoins de santé non comblés. Tu sais, il y a vraiment une différence là, selon l'âge qui est très marquée. Il y a une différence aussi selon la racialisation. Les indicateurs sont toujours un peu plus négatifs pour les femmes racialisées. Et enfin, une différence importante, les femmes avec des limitations fonctionnelles. Là aussi, les indicateurs sont plus négatifs, en particulier pour ce qui est des besoins de santé non comblés.
Donc, on peut présumer que si les femmes ont d'autres limitations ou en situation de handicap, là aussi, la sexualité n'est pas abordée ou il y a une présomption de l'hétérosexualité. Fait que le seul point sur lequel tout le monde est égal, c'est quand tu reçois des soins, et là, je parle de soins médicaux, là, le taux de satisfaction est très élevé. Dit, et ça rejoint un peu le cliché qu'on dit dans le système, c'est-à-dire quand on a un besoin médical, on réussit à rentrer dedans, généralement, on a des bons soins, une bonne qualité de soins. Mais le problème, c'est toujours de rentrer dedans. Puis j'ai l'impression que les jeunes sont comme nulle part dans le système de santé. Puis là, qui s'intéresse à la santé des jeunes femmes? Effectivement, la question est lancée. Là, tantôt, on a donné quelques éléments, et je pense que les femmes lesbiennes sont souvent minorisées, que ce soit dans les cliniques de diversité sexuelle, soit si on s'intéresse aux violences gynécologiques, on n'inclura pas forcément les femmes lesbiennes, butch et autres qui accouchent. Je pense qu'elles sont comme aux prises avec un problème de minorisation ailleurs, ce qui fait que c'est difficile de faire émerger ces problématiques-là parce qu'il n'y a personne qui va les prendre complètement en charge, en tout cas dans les groupes existants actuellement. Puis je m'arrête là. Absolument, merci. C'est intéressant et frustrant en même temps. Kim? Oui, merci. Oui, oui, je vais prendre quelques... voyons. Moi, on dirait que la nérosité ne passe pas. Oui, quelques trucs que Lynn a mentionnés que je trouvais intéressants. Il y avait aussi, tout le monde a mentionné des fois, donc je fais un rebond un peu là-dessus. Puis en parlant d'expérience un peu, même les endroits, comme tu mentionnais, Tara, les cliniques qui se disent pour les personnes LGBTQ+, ils ont peu de connaissances, justement, où, je pense à la Licorne, par expérience, j'ai parlé à une des personnes là-bas, puis c'était comme, il n'y a jamais de femmes lesbiennes qui viennent. Des femmes bisexuelles, il y en a plein, mais des femmes lesbiennes, il n'y en a pas. Puis en même temps, avec mon parcours sexologique, puis je pense que Marie-Édith et Cynthia pourront dire la même chose, c'est comme il n'y a pas d'études là-dessus sur tant que ça, sur les ITSS auprès des femmes, les FARSAF, en gros. Donc, même ces endroits-là n'ont pas de connaissances. Il n'y a pas, justement, il va reprendre, il n'y a pas vraiment d'ITSS au sein des femmes lesbiennes, mais c'est comme, c'est parce qu'il n'y a pas d'études, des personnes qui regardent vraiment ça, puis qui se basent là-dessus, puis savoir comment protéger et tout ça, ils n'ont aucune connaissance. Fait que, en soi, ça revient un peu à ce qui a été déjà mentionné un peu plus tôt, on finit par devoir faire l'éducation au service qu'on veut avoir de besoin en soi. Puis pour les femmes trans, c'est le même. Là. Je veux dire, j'ai été à des cliniques, puis c'est moi qui ai été éduqué pour éviter qu'ils se posent des questions à d'autres femmes trans. Puis c'est moi qui fais, ben oui, je suis une femme trans, j'ai tel organe génital, puis ça fonctionne de telle façon parce que tu me poses des questions là-dessus, parce que tu es intrigué, parce que tu n'as jamais été comme. Puis là, je fais comme, je travaille là-dedans, fait que je vais prendre tes questions pour éviter que tu les poses à des personnes qui, c'est pas leur job en soi. T'sais. Donc, OK, ils veulent juste venir faire un test DSS, par exemple. J'avais d'autres choses aussi, je veux dire, mais je pense que je vois une main levée en même temps, puis je commence à oublier. Donc. Oui, Marie-Édith. Pour éduquer encore, faut-il avoir l'espace pour le faire, l'énergie pour le... C'est un privilège, tu sais, d'avoir cette énergie-là et se sentir en sécurité pour éduquer aussi. Ça devient pesant à la longue. Quand à chaque fois on va à un rendez-vous, puis il faut expliquer telle chose, ou qu'on vit toujours la même violence. Puis on a parlé de cliniques spécialisées pour les personnes queer. Puis j'ai eu malheureusement des mauvaises expériences dans ces cliniques-là. Encore, pas la présomption d'hétérosexualité, mais la présomption que j'avais pas de sexualité avec pénétration, par exemple. Ça, c'est arrivé souvent. Tu as parlé, Tara, de slut-shaming. Ça m'est arrivé aussi dans ces cliniques-là et dans des cliniques, entre guillemets, plus régulières. Puis, Lynn, tu disais plutôt qu'il y avait personne qui prenait ça en charge, ces enjeux-là. Je pense que quand on n'est pas dans cette optique-là de danger qui a été mentionnée plus tôt pour la population générale, les gens vont très peu se pencher là-dessus. Il y a très peu de financement qui est offert. Il y a très peu d'opportunités, même de discussion autour de ces enjeux-là. Hein? Ouais, c'est tout. Vraiment, vraiment, merci. Kim? Oui, ça m'est revenu un peu, puis c'est en lien avec ce que Marie-Édith vient de dire, c'est
c'est fou, comme si je ne fais pas de coming out en lien avec le fait que je suis trans, ils sont comme pas tant intéressés. Puis dès que je suis trans, OK, on va te faire toute la panoplie de tests. Puis là, c'est comme, ben, ma vie sexuelle n'est pas vraiment différente. C'est juste comme, ah là, je cadre dans un cadre, OK, tu es dans une population à risque. Sur plein d'aspects, je veux dire, même pour la naloxone, je veux dire, si j'arrive, je me présente en tant que femme lesbienne à la pharmacie, ils vont me regarder pourquoi, ils vont dire, as-tu une raison, es-tu dans les festivals, es-tu quelque chose? Parce que si je dis que je suis une femme lesbienne, je n'ai pas vraiment de raison d'avoir du naloxone, mais si moi, normalement, je dis que je suis une femme trans, là, ils vont m'en donner, puis s'ils pouvaient m'en donner 2, ils en donneraient 2. Je niaise un peu, là, mais c'est comme, il y a certains aspects, justement, où tant qu'aussi longtemps que ce n'est pas comme une menace, je crois que c'est une des raisons pourquoi c'est difficile aussi de trouver du financement. Des fois, il n'y a pas grands intérêts en soi. Puis je pense qu'en général, quand on parle d'éducation, de prévention, d'adaptation aussi des espaces physiques, quand on parle d'adaptation du langage aussi, les gens se disent, oui, mais c'est pour une minorité. Sauf que si on répond aux besoins d'une minorité, dans le fond, c'est jamais juste pour une minorité, hein? Ça va être l'inclusion pour un peu tout le monde de différentes manières. Quand on se défait de nos réflexes hétéro-cis-sexistes, c'est gagnant pour tout le monde. C'est aussi gagnant pour les personnes cis et pour les personnes qui sont hétéros. Mais ça, c'est difficile, on dirait, à faire rentrer dans la tête des gens qui s'ostinent à dire oui, mais ça, c'est pour une minorité et pourquoi on ferait ça? On dirait que l'argument du nombre est omniprésent. C'est vraiment un bon point. Cynthia? Ton micro. Oui, oui, voilà. Merci, Marie-Edith. Je voulais justement poursuivre sur ce que tu disais. Dans le fond, oui, on a la présomption de ça. Oui, tu parlais de la minorité, excuse-moi, ça m'a fait perdre mon fil d'idée, mon micro. Donc, tu disais qu'on n'a pas l'impression qu'on va être inclusif pour la minorité, mais il y a aussi l'argument de « mais on n'en a pas chez nous ». Mais si tu n'en as pas, il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est parce que tu n'en as vraiment pas ou parce que justement ton système, ta clinique ou peu importe, n'est justement pas inclusif et ne permet pas cette sécurité-là aux personnes pour faire leur coming out? Parce qu'il y a certains moments où tu peux avoir accès à une clinique sans dire ton orientation sexuelle ou il y a des fois que tu n'es pas obligé de le dire, donc tu le caches, mais tu as accès quand même au service. Puis après ça, les personnes justement vont invisibiliser ton orientation sexuelle et donc vont prendre pour acquis que les personnes LGBTQ+, ne prennent pas part à ces services-là. Et ça ne fonctionne pas. On ne peut pas partir sur cette base-là, puis on le voit quand les personnes quand les personnes qui offrent ces services-là deviennent inclusives, elles se rendent compte qu'il y en a comme un petit peu partout qui pop et qui finissent par faire leur coming out parce qu'ils existent, ces personnes-là, elles sont là, on fait juste les invisibiliser quand on les inclut pas. Et j'ajouterais à ça qu'on a... Excuse-moi, Tara. Non, vas-y. J'ajouterais à ça on ne devrait pas avoir à faire un coming out quand on a accès à un service. Si on a envie de le faire, si pour nous c'est significatif et important, d'accord, mais on ne devrait pas avoir à faire un coming out, donc on devrait se débarrasser de cette présomption-là d'hétérosexualité ou du fait d'être cis. Je pense que c'est ça la base, parce qu'il y a des gens pour qui le coming out, ça ne veut absolument rien dire. Il y a des gens pour qui faire un coming out, c'est se mettre en danger. Donc, si on a envie de faire ce coming out-là, super, mais sinon, à la base, pourquoi présumer de notre orientation sexuelle, de notre modalité de genre? Je pense que c'est ça aussi l'enjeu. Absolument. Ben, justement, le vidéo de Lamia qui n'a pas pu être présente aborde un peu ces enjeux-là par rapport aux femmes arabes racisées qui ont tellement de misère à avoir accès à des services de santé mentale. Parce que c'est pas juste, OK, ben, fais un coming out à ta famille puis ça va régler ton problème. La négociation identitaire est plus complexe. Ça se passe pas nécessairement par une confrontation avec la famille qui est pas nécessairement bienvenue. Il n'y a pas une norme universelle de comment s'émanciper selon certains standards. Fait que là, il y a encore l'intersection de se situer dans un autre, dans un autre axe, d'oppression, dans une autre positionnalité qui complique encore les choses ici en termes d'accès à la santé mentale. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve ça tellement inspirant de vous entendre toutes parler. Il y a beaucoup, on parle d'enjeux de pouvoir, on parle de frustration, il y a des incompréhensions par rapport à ce qui se passe, puis ça me fait vraiment penser à comment, parce qu'ici, on essaie d'allier justement un peu
les enjeux communautaires avec le milieu de la recherche, donc produire de la recherche qui peut faire écho à ces perspectives-là, mais les perspectives féministes, adopter une perspective féministe, aborder une perspective critique dans la recherche, parfois, c'est pas bienvenu, c'est pas perçu comme étant scientifiquement valide. Donc, de faire, par exemple, de la phénoménologie, c'est-à-dire de décrire les expériences, les vécus des personnes, de partir des vécus des personnes pour décrire une réalité, c'est considéré comme pas valide. Mais tu sais, les voix, comme on l'entend, les voix des femmes de la diversité sexuelle sont toujours en marge, donc ne sont pas inclus ne sont pas inclus dans ces discussions publiques générales, n'ont pas la place de se faire entendre et de l'importance d'adopter des approches critiques dans la recherche qui vont pointer les enjeux de pouvoir, qui vont aller critiquer certaines normes, qui vont aller pointer les choses qu'on ne voit pas aussi. C'est pas simplement de montrer ce qui se passe, mais c'est de montrer ce qui ne se passe pas aussi. Donc, de pointer des zones d'invisibilité. Et bon, je trouve ça personnellement très difficile en tant que chercheur dans des milieux plus traditionnels de valoriser des points de vue féministes, de se faire entendre en tant que féministe sans se faire dire, bon, ben là, c'est pas objectif. Donc, alors que déjà dans les années 90, on parlait de l'importance du point de vue situé avec les perspectives féministes, donc l'importance de produire des connaissances à partir du vécu des personnes. Donc, l'importance de valoriser ces points de vue-là dans la recherche, l'importance de reconnaître la validité de sa voix pour produire de la connaissance. Je me demandais, peut-être c'est une question pour Lynn ou pour tout le monde qui ont vu ça dans n'importe quel écrit. Est-ce que dans la recherche, vous trouvez ça difficile d'essayer de valoriser la neutralité ou la validité, disons, d'une approche féministe, d'une approche critique? Ben, c'est sûr, Lynn. C'est sûr. D'une part, il faut voir, par exemple, tout le champ de la recherche sur le sida. Hein, il y a 30 ans d'existence des chercheurs du champ comme tel. Il y a un institut de santé au Canada sur le VIH. Je veux dire, il y a une structuration de la recherche communautaire, des collaborations entre chercheurs. Et donc, il y a une longue histoire, là. Il y a comme une bonne longueur d'avance. Donc, c'est sûr que si on veut construire quelque chose, il faut aussi y aller progressivement. C'est sûr que dans le champ médical, le quanti, je veux dire, il y a tout un vocabulaire et une tradition de recherche qui repose beaucoup sur la neutralité scientifique, sur les méthodes quantitatives, sur les protocoles, sur les pratiques, les trucs de bonne pratique, là, mais regarde, la santé, c'est pas non plus juste tu donnes telle dose de médicaments ou telle. Je veux dire, c'est pas juste une bonne pratique de soins. Donc, c'est ça qui est complexe aussi d'arriver à faire des recherches et de faire des recherches qui ont des résultats assez substantiels pour être convaincants, puis en même temps qui font appel forcément à d'autres méthodologies, parce que si on parle du climat d'acceptation et de comment modifier un climat d'acceptation, ben oui, on a toute une série on a des guides, on a des pratiques quand même d'amélioration du climat, mais tu sais, on n'a pas comme voici la recette miracle, vous faites ça, 1, 2, 3, puis voilà, c'est là. Donc, il faut développer aussi les pratiques. Fait que je ne sais pas par quel bout commencer. C'est sûr que, bon, moi, je suis une formation sociologue, même si je suis rattachée à la sexologie, mais c'est sûr que la sexologie devrait peut-être produire et s'intéresser plus au côté de santé sexuelle par rapport aux jeunes, parce que même quand on a je dis qu'il y a des mises à jour régulièrement, des recherches en santé sexuelle, qu'il y a davantage d'outils là, pour s'adresser aux professionnels. Je sais qu'il y a eu un mémoire de fait par Joe Ducharme, mais il pourrait y avoir davantage d'outils pour s'adresser aux professionnels. Il y a d'autres aspects, par ailleurs, de la santé, à mon avis, je ne sais pas si on peut tous les prendre en même temps ou s'il faut comme prioriser, là, tu sais, parce que je parlais tantôt de santé gynécologique. Je pense qu'il y a là un nœud aussi qui serait intéressant, une piste en tout cas qui serait à creuser. Là. On a des exemples, tous des exemples vécus. Je pense aussi à la santé mentale, pour avoir côtoyé la question des femmes réfugiées, notamment, puis toutes les femmes racistes ne veut pas faire d'amalgame, mais par exemple, les femmes réfugiées, où ils promènent la même chose des hommes réfugiés, mais il y a plus de structures communautaires d'appui pour les hommes réfugiés. Et je veux dire, il y a des rebonds en santé mentale pendant plusieurs mois, plusieurs années. Là, puis là, à qui tu t'adresses? Je veux dire, c'est vraiment le hasard qui fait que tu tombes sur un bon psychiatre. Puis
Puis tu peux parler de tes expériences vécues, souvent d'expériences assez lourdes et complexes. Là, tu sais. Fait que je ne sais pas, mais je trouve que ça aussi, il faudrait. Fait que je ne sais pas par quel bout. Parce que le début, c'est par quel bout le prendre. Ouais. C'est sûr que le marché des subventions de recherche, c'est quelque chose. Là, tu sais, généralement, on sait qu'il faut aller vers quelque chose qui est perçu comme pertinent socialement, qui me disait dangereux. Là, un danger, c'est un problème social, quelque chose qui est vu comme un problème social. C'est toujours plus facile d'avoir des subventions, mais c'est vrai que c'est un gros défi. C'est des liens à bâtir, je pense, entre les groupes qui interviennent, les groupes plus les niveaux communautaires puis les niveaux de chercheurs. Il n'y a pas de chercheurs spécialisés en santé lesbienne. Hein? Moi-même, ce n'est pas mon domaine. Là. Bref, je m'excuse, je n'ai pas de solution, mais c'est vrai que ce serait important de commencer à construire des liens là, plus stables. Oui, je dirais essayer un programme de recherche qui pourrait articuler tous ces aspects-là. Puis on voit à quel point il y en a, à quel point il y a du travail. Et c'est ça, il n'y a pas un centre ou quelque part où commencer ou poser cet ancrage. Puis c'est complexe. Oui. Cynthia puis Marie-Édith? Oui, bien, en fait, au RLQ, on a commencé depuis, il y en a eu, le RLQ est là depuis 25 ans, fait qu'il y a eu quelques recherches, mais depuis 2-3 ans, on fait des recherches un peu plus rapprochées, puis on en a fait une sur la santé des femmes à diversité sexuelle pendant la COVID-19. Il y en a une autre qui va être scoop, il y en a une autre qui va être lancée dans les prochaines semaines / prochains mois. Puis, on voit des résultats flagrants parce que, évidemment, on s'adresse uniquement aux femmes de la diversité sexuelle. Puis, à l'intérieur de ça, on fait de l'intersectionnalité, évidemment. Puis, juste pour rebondir sur ce que Lynn disait, on parlait de santé mentale. Dans notre dernier sondage, justement, sur la COVID-19, il y a 99,3% des répondantes qui ont vu que la pandémie a un impact énorme sur leur santé mentale. Et on n'a pas les résultats au bout. Puis malheureusement, comme on est un organisme communautaire, on n'a pas le pouvoir de pouvoir redonner, je veux dire, ces services-là aux gens, mais étant un organisme en défense collective des droits, nous, on peut aller voir les instances et leur dire, voici les résultats que nous, on a obtenus. Par contre, des fois, certaines personnes peuvent dire qu'on n'a pas la même validité parce qu'on n'a pas le nom d'une université qui nous suit. Mais on les fait, ces recherches-là. Puis, on est toujours prête à collaborer avec des chercheuses universitaires qui veulent en faire. Puis, c'est ma petite piste de solution avec notre petite équipe de communautaires. Mais on s'est dit, il n'y a pas grand monde qui font ces recherches-là, on va les faire nous-mêmes. On vous invite à venir lire ces recherches-là, si vous voulez, sur le site du RLQ. Ben, absolument. Ben, on se parlait justement au RLQ sur comment est-ce qu'on pourrait allier, dans le fond, communautaire et académique, donc co-publier quelque chose ensemble pour que pour qu'il y ait le saut de la validité scientifique académique qui puisse ramener ça dans les milieux académiques et comme la voix du RLQ gouvernemental, plus au niveau des instances qui puissent ramener ça là, fait que de faire ce travail de connexion qui pourrait être vraiment aidant des deux côtés. Je ne sais pas si, surtout Lynn et Tara, je pense que vous pourrez me dire si c'est le cas, si dans le monde de la recherche, comme dans le monde de l'intervention communautaire, on demande sans cesse de réinventer la roue. Parce que quelque chose que j'entends souvent dans le domaine de l'intervention, et plus particulièrement, là, je vais parler de formation continue, parce que c'est ce que je fais en ce moment. L'argument, c'est oui, mais on s'est déjà questionné là-dessus il y a 5 ans. On a déjà fait ce genre de projet-là il y a 3 ans. J'ai déjà eu une formation sur le sujet, là, 3-4 ans. Puis Lynn, tu parlais plutôt de meilleures pratiques. Puis c'est quelque chose qui revient souvent aussi. On va bâtir un guide de meilleures pratiques, etc. Sauf que les meilleures pratiques, ben, c'est pas une fin en soi, hein? C'est un processus continu, c'est un engagement qu'il faut avoir. Fait que cet argument-là, on dirait, ne passe pas. Surtout quand on parle de réalité queer et trans,
ce sont des réalités qui évoluent tellement rapidement, les gens se réapproprient des mots, trouvent des mots pour parler de leur réalité. Ce pas des réalités qui sont nouvelles, mais les mots qu'on utilise sont nouveaux, nos façons de conceptualiser nos genres, nos sexualités, nos corps, nos relations, ça change. Et quand on n'a pas de formation continue sur le sujet, mais c'est certain qu'on reste à l'arrière. Et des fois, les gens trouvent ça compliqué. Mon Dieu, il y a tellement de vocabulaire, il y a tellement de nouvelles choses à apprendre. Oui, mais ça prend un engagement par rapport à ça. Et je ne sais pas si l'argument est aussi pertinent pour le milieu de la recherche, mais je l'ai vu beaucoup dans le communautaire où on nous dit, ben, on ne peut pas refaire ce projet-là, ou on ne peut pas financer votre mission en continu, vous ne pouvez pas toujours faire la même chose. Il faut avoir un projet qui est novateur, il faut faire quelque chose de nouveau. Mais si on fait quelque chose qui fonctionne, qui répond à un besoin, pourquoi? Puis c'est ce genre d'appel à projet-là, tu sais, je pense à des appels à projets gouvernementaux, va aussi faire que les organismes communautaires, finalement, vont se retrouver en compétition pour avoir du financement par rapport à certains projets. Et c'est pas souhaitable, ça. On souhaite que les gens se rassemblent, finalement, mais il y a ça qui se passe aussi. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose dans le milieu de la recherche. Je ne voulais pas vous dévier d'où vous étiez, mais c'est quelque chose que je constate en faisant de la formation et que j'ai constaté aussi dans le milieu communautaire. Non, c'est super intéressant, puis de devoir répondre tout le temps aux demandes des bailleurs de fonds, de devoir faire un projet qui est vendeur. Donc, c'est pas nécessairement, bon, les réalités lesbiennes ne sont pas nécessairement considérées comme peut-être des réalités vendeuses. Il y a d'autres réalités qui vont être considérées comme quelque chose de plus nouveau, quelque chose de plus vendeur. Donc, ça va être difficile d'avoir peut-être du financement, de poser un financement pour les femmes de la diversité sexuelle. J'ai l'impression qu'il y a toujours que ça reste un peu dans une certaine zone d'ombre qui n'est pas aussi, qui n'a pas la même valeur marchande, qui n'a pas le même capital. Peut-être que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou j'ai l'impression que dans le milieu de la recherche, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le même glow. Je ne sais pas si, Lynn, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi dans tout ton travail, dans tout ton parcours. Oui, effectivement. L'aspect nouveauté, je pense qu'il y a des aspects il faut innover, là, mais de ce côté-là, tout n'a pas été dit, mais je pense que c'est plus le fait que ce n'est pas aussi glamour ou perçu comme important ou perçu comme dramatique donc, par exemple, tout ce qui touche la sexualité, ben, je pense que la sexualité des femmes est toujours moins importante que la sexualité des hommes. Là, on parle de substrat général dans notre société. Mais oui, moi, je l'ai senti. C'est sûr que moi, j'aurais travaillé plus sur les lesbiennes exclusivement. Mais bon, en même temps, c'est intéressant de pouvoir aussi inclure tous les groupes qui sont marginalisés sur le plan de la sexualité ou sur le plan de l'identité de genre. Mais c'est sûr qu'il y a moins de... Ben c'est ça, c'est une valorisation, mais je pense qu'on l'a dit, marginalisation, invisibilisation. Puis là, par quel bout on veut le relancer, c'est peut-être ce qui est difficile à voir. Moi, je pense que la santé mentale est un domaine où il y aurait beaucoup à faire. Bon, en même temps, moi, je ne suis pas une spécialiste, là, je n'ai pas mentionné, mais dans l'enquête, il y a des indicateurs de santé mentale. Moi, j'ai aussi beaucoup de misère avec ça. Je ne suis pas psychologue, puis c'est pas ma façon d'approcher le monde que de passer par le biais de la santé mentale. Mais je pense que l'accès aux soins de santé mentale, je pense que là, il y a une problématique qui est vraiment... que personne aborde, là, vraiment. Bon, puis je pense qu'il y a des besoins particuliers pour les jeunes lesbiennes, pour les lesbiennes racialisées, celles qui ont des parcours difficiles, là, complexes avec les familles, avec les milieux d'origine, avec la religion, avec toute une série d'affaires. Je pense qu'il n'y a vraiment rien. Puis ça, il me semble qu'il y aurait un besoin de recherche assez évident. Oui, ben absolument. Ben justement, je vais présenter, je vais mettre le vidéo de 9 minutes de Lamia qui ne pouvait malheureusement pas être présente avec nous, qui justement aborde cet enjeu de santé mentale en lien avec les trajectoires migratoires, en lien avec la racialisation. Donc,
Ce sera pas long. J'espère que le share screen ne va pas causer de problème. Est-ce qu'on voit l'écran? Oui? OK. Donc, j'espère que le son devrait marcher. Juste vérifier. Est-ce qu'on entend le son? Non, on n'entend pas le son de la vidéo. Non, toujours pas. Peut-être si j'enlève mon micro, est-ce que... Et il me fait vraiment plaisir. Est-ce que là, vous l'entendez? OK. Donc, je vais vous présenter et partager la vidéo de Lamia Boukentar, qui est doctorante à l'Université de Montréal en communication et qui travaille sur les trajectoires migratoires des femmes arabes de différents pays, donc principalement du Maghreb. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lamia Boukentar et il me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est juste en vidéo. Et d'ailleurs, je m'en excuse car c'était prévu que je sois parmi vous en direct, mais malheureusement, j'ai eu une urgence de dernière minute. Donc, c'est ça, ce qui fait que je n'ai pas pu être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à faire cette intervention parce que la santé des femmes issues de la diversité sexuelle est très importante et je trouve que malheureusement, ce n'est pas... Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais juste... c'est peut-être parce que je l'avais chargé avant. Ma recherche doctorale, qui est toujours en cours, et qui porte sur la migration arabe queer à Montréal. Donc, dans le cadre de ma recherche doctorale, j'ai mené des entrevues basées sur le mode de récit de vie, avec des femmes s'identifiant comme issues de la diversité sexuelle, mais aussi s'identifiant comme arabes et migrantes. Donc, des femmes qui ne sont pas nées ici au Québec ni au Canada. Le but, c'est d'essayer de comprendre leurs expériences comme étant femmes arabes issues de la diversité sexuelle et issues de la migration. Donc, j'essaie de comprendre comment ces femmes-là, à l'intersection de plusieurs identités, négocient ces identités et comment elles négocient la stigmatisation culturelle qu'elles peuvent rencontrer autant dans les espaces LGBTQIA+ à Montréal, donc des espaces majoritairement blancs, mais aussi la stigmatisation sexuelle qu'elles peuvent rencontrer dans les espaces arabes diasporiques majoritaires et qui peuvent être dominés par l'hétéronormativité. Et c'est sûr qu'au début de cette recherche, ce n'était pas une thèse qui portait explicitement sur les enjeux de santé publique, mais j'ai été vraiment très, très surprise de constater à quel point la dimension de santé mentale a émergé comme facteur crucial lorsque les participants me racontaient leur trajectoire migratoire et leurs expériences ici à Montréal. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis avec vous dans ce panel. Ce que je tiens à souligner, c'est que la santé mentale représente un enjeu et un défi majeur pour des migrantes issues de la diversité sexuelle, donc des migrantes qui changent de pays, qui changent de repères et qui ont souvent des vécus pré-migratoires douloureux, donc notamment à cause de leurs identités de genre ou de leurs orientations sexuelles. Donc, on a vraiment affaire à des migrantes qui doivent recommencer à zéro, et ce, souvent dans une grande précarité financière qui va engendrer une précarité psychologique. En ce sens, ces femmes-là cumulent diverses situations administratives, économiques, sociales et raciales qui les précarisent sur de longues périodes. Leur état de santé se dégrade avec le temps passé en contexte de migration. D'où l'importance d'adopter un cadre intersectionnel et de développer un regard intersectionnel dans l'élaboration des programmes de recherche, mais aussi l'importance d'intégrer des volets de recherche qui porteraient sur les situations spécifiques d'oppression que les femmes migrantes, racisées LGBTQIA+ vivent. Beaucoup de mes participantes ont soulevé l'importance et le besoin d'avoir accès à une thérapeute dotée à la fois d'une sensibilité queer et arabe.
Donc, une thérapeute qui peut saisir d'une manière globale, mais aussi nuancée, leur réalité spécifique. Par exemple, une thérapeute qui va trouver rapidement le vocabulaire adéquat pour montrer qu'elle comprend leur univers de sens et pour être capable de les sécuriser. Donc, une thérapeute qui est familière avec les oppressions qui pèsent sur elle, autant dans les espaces arabes majoritaires que dans les espaces LGBTQIA+, majoritairement blancs. Donc, avoir une thérapeute qui comprend cette réalité complexe d'être à la fois une femme arabe et queer. La majorité de mes participants ont exprimé le besoin que la thérapeute, et je cite une participante qui m'a dit que nous avons besoin d'une thérapeute qui nous voit vraiment dans toutes nos couches et dans toute notre complexité. En ce sens, les participantes ont donné l'exemple de la sortie du placard, enjeu sensible et délicat, et que pour elles, c'était pas juste une question de s'émanciper ou de couper les liens avec la famille, mais plutôt de comprendre la négociation identitaire qui est souvent très difficile. Et d'ailleurs, une des stigmatisations en termes de santé mentale pour les femmes racisées migrantes, c'est qu'il faut être out à tout le monde pour être émancipée. Ce qui fait que beaucoup de ces femmes prennent un idéal de libération qui est pour beaucoup d'entre elles inatteignable. Ou quand il est atteignable, il est au détriment de connexions importantes. Et cette perte de connexion avec des gens qui leur sont chers et importants, souvent, elle peut être une source de détresse et de déchirure significative. Et ces mêmes participants ont souligné aussi la grande difficulté de trouver des thérapeutes qui comprennent ces stigmatisations culturelles et sexuelles que ces femmes racisées expérimentent des deux bords. En ce sens, la majorité d'entre elles ne connaissent pas l'existence de la clinique Mauve. La clinique Mauve, donc, qui est un point de service intégré au Québec pour les personnes LGBTQIA+, migrantes et racisées. Et que même en ayant consulté des services psychologiques, ces derniers ne les ont pas référés à la clinique Mauve. Et donc, je pense que ça montre le travail en silo qui sévit dans le milieu communautaire et celui de la santé, mais aussi le manque de visibilité de ressources en santé pour les femmes racisées migrantes LGBTQIA+. Et toujours dans cette lignée de manque de visibilité, les participantes ont aussi relevé le manque d'espace d'échange et de création de liens pour les femmes queer arabes, en mentionnant que les quelques lieux et espaces qui existent restent majoritairement masculins, ce qui va ajouter d'autres rapports de pouvoir qui pèsent sur ces femmes et contribuent davantage à leur invisibilisation et à leur isolement. Et donc, ce que j'aimerais encore dire et souligner, c'est que c'est sûr que être une femme et queer, c'est déjà beaucoup. Mais plus on rajoute une identité, plus on rajoute une intersection, plus on va ajouter une couche de complexité et d'obstacles d'accès aux soins. Et c'est pour cela que je souhaite conclure sur le fait qu'on ne peut pas homogénéiser la santé des femmes LGBTQIA+, puisque celles-ci, comme nous venons de le voir, vivent des défis différents. Et d'ailleurs, nombre d'études, nombre de rapports pointent que les inégalités de santé sont davantage le produit d'inégalités sociales que de prédispositions individuelles, physiologiques, génétiques ou psychologiques. En somme, la prestation de services de soins de santé mentale adaptés aux différentes cultures est un manque criant. Et même au niveau de la recherche, il y a un grand manque de documentation quant à l'accès aux soins, en l'occurrence la santé mentale chez les femmes racisées migrantes. Et c'est pour ça que c'est très, très important de visibiliser ces enjeux-là, autant par le biais de la recherche que par le biais des récits de vie. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette question-là. Donc, si jamais vous avez des questions ou des commentaires quant à cette intervention, n'hésitez vraiment pas
à me contacter sur mon adresse courriel. Et sur ce, je vous souhaite un excellent panel. Merci beaucoup et excellent panel. Donc, je vais mettre les contacts. Je vais mettre mon contact courriel, donc n'hésitez pas après à m'écrire pour que je puisse faire le pont. Donc, ça montre vraiment, Lamia, comme Lamia l'explique, la complexité de rajouter, comme une perspective intersectionnelle. Déjà, l'intersection d'être femme, de faire partie de la diversité sexuelle, de faire partie de d'autres minorités dans une situation migratoire, dans une situation précaire. Donc, c'est tellement difficile de rendre compte de ces expériences-là dans leur complexité, dans leurs nuances, et ça complexifie encore plus la tâche de comment parler de ces enjeux-là, où sont les besoins, parce qu'ils sont tellement diversifiés, ils sont tellement... Donc, c'est difficile, je trouve, de vraiment faire attention à complexifier l'intersectionnalité au-delà de juste le prendre comme femme, comme diversité sexuelle, comme faisant partie d'une minorité racisée, donc comme 3 catégories qui chacune cumulent leurs expressions. On voit que ce n'est pas simplement un cumul de catégories, mais que ça crée des expériences assez complexes, donc plusieurs choses qui s'imbriquent, et donc de réfléchir à des programmes de recherche qui peuvent prendre compte de ces intersections dans leur complexité et dans leurs nuances. Est-ce qu'il y en a qui voulaient intervenir par rapport ou rebondir peut-être sur cet enjeu intersectionnel, aussi par rapport à la diversité de genre aussi qui se rajoute là? Je ne sais pas si Kim aurait quelque chose à dire là-dessus ou si d'autres voulaient rebondir sur la proposition de Lamia. Je vais dans ce cas-là rebondir. Tu m'as lancé la balle en même temps, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'elle a dit dans son vidéo, c'est vraiment, je trouve, un aspect important, c'est que plus on a de couches en lien avec l'intersectionnel en soi, plus c'est dur d'aller chercher des services, plus c'est dur en lien avec ça, justement. Juste à travers notre pratique, nous autres, les personnes justement migrantes, on a vraiment beaucoup plus de difficultés à pouvoir les aider parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects aussi. On essaie le mieux qu'on peut, on s'entend. Mais justement, pour les personnes trans, des femmes trans, trouver de l'aide psychologique, c'est un gros défi là, dans le public. C'est presque inexistant, c'est le privé, puis c'est pas tout le monde qui a les moyens. Donc, avec l'intersectionnalité, je veux dire, souvent, les femmes trans ont un peu faible revenu. Donc, les devoirs, il y a certaines personnes qui veulent travailler sur leur trauma, certaines choses, pouvoir suivre, aller avoir de l'aide psychologique et l'accès au public est impossible parce que le manque de connaissances, justement, ou faire l'éducation continuellement. Je dis impossible, c'est pas vrai, mais très difficile dans tous les cas. Puis, la manière que tu as mentionné justement dans son vidéo, individu à la université, j'ai déjà oublié son nom. Lamia. OK. Oui, c'est ça. Ça se retrouve aussi énormément. Puis, je pense que plus il y a de couches intersectionnelles, plus c'est difficile. Puis, c'est un aspect aussi. Puis plus c'est difficile d'aller chercher des ressources au niveau comment je pourrais dire, des recherches, parce que ça devient c'est senti comme niché et non comme la population en général, mais en même temps, aller chercher des ressources là-dedans, il y a plusieurs personnes qui peuvent en profiter aussi de pouvoir toucher plusieurs aspects au niveau de l'intersectionnalité. Absolument. Et merci, Félix a mis dans le chat une ressource, un rapport de santé sur l'accès des femmes lesbiennes bisexuelles mené par Égal Canada. Donc, merci beaucoup pour la ressource, Félix. Lynn et après Marie-Édith, j'ai vu les mains levées. Oui, toujours en référence aux données de sa vie, quand on a des données sur l'état de santé perçu, ce n'est pas un diagnostic médical, mais comment on se perçoit. Et entre les femmes blanches et les femmes racisées, il y a effectivement, par rapport à tous les indicateurs liés à la santé mentale en général ou au quotidien, le sentiment d'être heureuse au quotidien, il y a un écart en défaveur des femmes racialisées et en particulier pour ce qui est du sentiment de solitude sévère. Donc, il y a quelque chose là. Je ne veux pas dire que toutes les femmes racisées n'ont pas de parcours d'immigration. Il y en a qui sont nées ici. Donc, il y a une diversité. Moi, je pense qu'autant je cite une étude quantitative, autant je pense que pour vraiment saisir les parcours dans toute leur complexité, il faut aller vers du qualitatif, vers du récit de vie.
Je demeure convaincue de ça. Donc, le travail que l'AMI fait, le travail de Céline Marie, par exemple, en France, où je pense qu'il y a des travaux intéressants qui peuvent se faire à ce niveau-là parce que les trajectoires sont assez complexes. Puis dès qu'on va dans un groupe, on découvre à nouveau cette complexité-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu viens du monde arabe que il y a des choses il y a des différences de classe, il y a des différences de pays d'origine, il y a des différences de parcours. Donc, c'est vraiment, il faut. Le Canti nous met sur le doigt, nous dit oui, il y a un problème important. Mais après, pour comprendre ce qui se passe, je pense qu'il faut aller vers le CALI. Bon, pour ce qui est moi, je crois à la recherche partenariale, donc vraiment au maillage entre des gens qui sont sur le terrain, mais aussi des chercheurs, parce que c'est ce qui a le plus de portée aussi au niveau des institutions, lorsqu'il y a des chercheurs qui vont co-signer le travail. Donc, je pense qu'il faudrait faire des maillages, puis lesquels, là, ça dépasse une question aussi de qui le fait, avec comment on se sent à l'aise. C'est comme moi, la santé mentale, c'est vraiment pas mon domaine, donc j'ai jamais initié de projet dans ce domaine-là, puis j'en ferai pas, mais donc, moi, je crois vraiment dans la recherche partenariale, fondamentalement. Mm-hmm. Oui, absolument. La recherche, puis la recherche participative qui engage. Ici, on a un labo en santé mentale queer, donc le labo Collab. Je mettrai aussi, là, si jamais vous voulez les infos, n'hésitez pas à nous joindre, puis je vais vous référer aussi si vous avez des questions pour d'autres personnes, mais justement qui vise à essayer de comprendre davantage la santé mentale, les consommations de substances chez particulièrement les jeunes populations LGBT. Merci beaucoup, Lynn. Marie-Édith avait la main levée. J'ai tellement d'idées puis il y a tellement d'éléments sur lesquels je veux réagir. Ça fait ça pétille un peu dans mon cerveau en ce moment. Je suis vraiment reconnaissante que Lamia ait pris le temps d'enregistrer un petit vidéo. Ça a été super intéressant de l'entendre. Puis il y a plein de trucs qu'elle a soulevés, tu sais, desquels on parle moins entre personnes queer blanches. Et je le vois aussi quand je donne des formations, tu sais, de parler de sécurisation culturelle, de parler elle l'a pas nommé, mais de parler de pratiques antiracistes, anticolonialistes et tout ça. Puis, on peut pas défaire les identités des personnes en silo, tu sais. C'est un peu ça l'idée à la base, mais ça aussi, c'est difficile, je pense, pour plusieurs personnes blanches de faire, on a besoin aussi de s'éduquer sur ces enjeux-là, puis on a besoin d'être à l'écoute parce que c'est pas parce qu'on répond aux besoins d'une femme qui est lesbienne qu'on va répondre nécessairement à ses besoins s'il s'agit d'une femme racisée, s'il s'agit d'une femme en situation de handicap, etc. Fait qu'il y a des gens qui disent, j'ai suivi une formation sur les réalités queer et trans, donc je suis équipée pour dealer avec la population qui n'est pas majoritaire, tu sais. Fait que l'importance de voir ça comme un bloc et non de voir les individus en silos selon leurs différentes identités, ça aide aussi. Puis je pense qu'on a du travail à faire au sein de nos propres populations aussi, d'être à l'écoute l'une de l'autre. On a beaucoup de choses à s'apprendre. Puis Lamia le nommait, on n'a pas beaucoup là, elle l'a nommé pour les femmes queer arabes spécifiquement, mais je trouve qu'on a peu d'espace pour se parler, pour se rassembler, pour partager nos histoires. Ce genre de panel-là qu'on a aujourd'hui, c'est un exemple d'espace qu'on a pour se faire. Il y a des projets de recherche aussi qui nous permettent de parler de notre expérience. On peut le faire dans des rencontres d'organismes communautaires aussi. Mais si on n'avait pas ces initiatives-là, puis si on n'avait pas, des fois, c'est des réseaux informels qui se créent. Et ça, c'est bijou aussi. Mais quand on n'a pas ces réseaux-là, c'est sûr que le sentiment de solitude, il est immense. Mais on a encore beaucoup, beaucoup de choses à s'apprendre entre nous. Puis je reviens à la question de la santé mentale. Je pense que pour être à l'écoute comme ça des autres autour de nous, il faut prendre soin de notre propre santé mentale. Et le discours qu'on a beaucoup aujourd'hui, c'est le self-care, hein? Occupe-toi de toi, ça va bien aller, prends un petit bain chaud. Ça marche pas tout le temps. On vit dans un monde où on est opprimé, certaines personnes plus que d'autres. On est dans un monde qui est très hétéro-cis-sexiste. Et la santé mentale, c'est pas juste le petit bain chaud puis le petit verre de vino, tu sais. Fait que les services soient accessibles aux personnes, là, on parle des FARSAF spécifiquement, mais que les services en santé mentale soient accessibles et soient accessibles au public. Kim, tu l'as nommé, c'est pas accessible à tout le monde, là, les services au privé, puis des gens qui sont peut-être plus allumés sur les enjeux qu'on vit.
Puis mon expérience des milieux communautaires jeunesse queer a été éprouvante et je vais être très transparente avec vous parce qu'on était maganés. Tout le monde était magané. On était tous scrap. Comment tu veux qu'on soit solidaires sans s'engueuler quand chacune de notre côté, on a nos bébites, puis on n'a pas accès à ces services-là, à ces soins-là. Fait que c'est certain que la boîte était tout le temps pognée, tu sais. Puis je sais plus comment c'est là-dedans, je sais plus comment ça se passe en ce milieu, dans les milieux queer, mais mon expérience a été que, on est tous un petit peu brisés, puis comme on n'a pas accès à ces services-là, à ces soins-là, on peut pas s'aider entre nous. Fait que le discours du self-care dans les communautés queer, oui, avec nous, entre nous, mais il faut avoir des ressources à l'externe qui sont aussi allumées sur ces enjeux-là. Parce des fois, on peut pas se sauver tout seul, nous autres mêmes, puis entre nous, là. Des fois. Des fois, on peut, parce qu'on est tellement résiliente, mais des fois, on aurait besoin d'un petit coup de pouce aussi. Merci Marie-Édith, c'est vraiment touchant. Puis, ça parle de, en tout cas, de vraiment la résilience puis la force je trouve, des femmes queer, des femmes de la diversité sexuelle, justement, on voit un manque, mais c'est à nous de le combler. C'est en faisant des initiatives, puis il faut travailler 2 fois plus fort parce qu'il y a pas, les institutions sont pas créées pour nous, vont pas nous faciliter la tâche. Donc, il faut ramer plus fort pour pouvoir faire des choses. C'est ce qui explique le manque et ce qui entraîne beaucoup de un travail vraiment épuisant. Puis, si on rajoute à ça, on sait que les femmes, par exemple, dans la sphère domestique, vont pouvoir se ramasser souvent avec une inégalité au niveau des tâches. Bon, il y a toute la question aussi, on n'a même pas abordé, en fait, la question de la maternité, la question de tout ça. En tout cas, tout ça vient rajouter encore une couche, le fait que les femmes sont plus souvent majoritairement des proches aidantes. Il y a encore tout ça qui ralentit la possibilité de s'investir là-dedans. Puis justement, il y a une question dans le panel. Je sais qu'il nous reste plus beaucoup de temps, donc on va conclure dans quelques minutes, mais il y a une question très intéressante. Comment les hommes de la communauté peuvent-ils être de meilleurs alliés? Donc, c'est moi une question intéressante. Je ne sais pas qui voudrait répondre. Quelqu'un voudrait prendre la balle pour répondre à ça. Donc, on parlait beaucoup, c'est intéressant, de solidarité gay lesbienne qui, depuis dans les années 80, étaient plus fortes, qui après se sont effritées. Comment faire renaître ça? Comment est-ce que est-ce que des ponts devraient être créés? Qu'est-ce que vous en pensez? Personne. C'est difficile de répondre d'une manière générale si on ne sait pas de quel gay on parle, de qui je dirais partager. C'est sûr que partager son pouvoir, ses ressources, son savoir, c'est une façon d'inclure, d'aller chercher, mais en même temps, si on va chercher juste parce qu'on a besoin de un groupe plus minoritaire parce que ça paraît mieux, c'est pas forcément la meilleure façon, mais c'est pour ça que je dirais que c'est vraiment une question de dire, moi j'ai des ressources, j'ai du pouvoir, j'ai un certain, qu'il soit monétaire ou autre, et le partager avec d'autres groupes plus faibles. C'est quelque chose qui devrait se faire, comment je dirais ça, faut avoir des ressources. Je pense que c'est... Mais une fois qu'on a ces ressources-là, il faut essayer toujours d'accrocher quelqu'un qui en a moins, tu sais, ou un groupe, ou même chose parmi les lesbiennes, mais je pense que parmi les gays, c'est d'être à l'écoute, mais surtout de partager le pouvoir et les ressources. On a accès. Fait que là, ça dépend des situations, mais de ne pas oublier, tu sais, de dire, il y a ce groupe-là, donc qu'est-ce que je peux faire là? Oui, tout à fait. Cynthia? Après cette réponse très complète, je ne sais pas à quel point je peux rajouter des choses, mais moi, le grand mot que j'avais en tête, c'était l'écoute et aussi la notion de partage de pouvoir que je trouve vraiment très intéressante. Souvent dans le communautaire, en tout cas, nous, ça nous arrive de ne pas être écoutés, puis après ça, un autre organisme va dire exactement la même chose, et seulement parce que c'est un homme, cette personne-là va être écoutée. Donc, des fois, de redonner la parole, de se taire et d'écouter, des fois, ça peut juste être aussi simple et banal que ça, mais et de croire aussi en les personnes et de pas demander de justification, de ne pas demander autre chose que ce que la personne dit. Parce que ce qu'elle dit, si elle est là, c'est parce que généralement, c'est valide. Donc, moi, ça passe vraiment par l'écoute. En premier. Le premier step, pour moi, c'est l'écoute.
Merci beaucoup, Cynthia. Puis je vois que le temps file, fait que je voudrais quand même dire quelques... Ben, tu sais, je vous remercie tout d'abord vraiment beaucoup. C'était une discussion qui me tenait énormément à cœur. Puis chacune de vos interventions était absolument magnifique. Puis en tout cas, moi, ça me motive beaucoup pour essayer de faire quelque chose à partir de ça. Tu sais, laisser des traces, juste le fait de... On dit, bon, comme si on prend une démarche féministe, c'est pas juste le résultat qui compte, c'est le processus. Puis tu sais, juste cette discussion-là, c'est un processus. En tout cas, pour ça génère des affects, ça génère des questions, ça génère quelque chose. Donc, c'est un processus productif. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Je suis émue de cette belle discussion. Et si vous avez des choses à rajouter, des pistes de solutions en 30 secondes pour sauver tout ça, créer un programme de recherche, Lynn. Non, j'en ai pas, justement. Je voulais préciser que je suis à la retraite, donc l'avenir vous appartient. Au début, je t'ai présentée comme encore active, là, donc j'ai encore quelques activités, dont celle-ci, mais sinon, l'avenir vous appartient parce que moi, je suis à la retraite, je m'intéresse encore aux questions de vieillissement. Mais je me suis rendu compte que les problèmes sont peut-être moins aigus en ce qui a trait au l'accès aux services de santé, mais plus aigus en termes plutôt d'isolement, de rapport à la communauté. Pour les lesbiennes âgées, c'est plus l'isolement, la pauvreté pour un nombre quand même important, le rapport à la communauté LGBT. Mais peut-être pour l'accès aux services de santé, peut-être qu'à la longue, il y a eu des stratégies d'accommodement ou d'ajustement ou de trouver le bon médecin. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai une médecin lesbienne, puis après ça, elle m'a légué à un médecin de famille lesbienne qui m'a légué à une autre médecin de famille lesbienne. Donc, j'ai toujours une médecin de famille lesbienne. Donc, je pense qu'il y a eu des stratégies comme ça. J'ai fait du millage. Des fois, il fallait que j'aille à Laval voir mes médecins de famille, mais c'était là quand même. Alors, ben voilà. Bonne chance pour le futur. Je vous encourage. Je vais suivre quand même dans la mesure de mes capacités. Merci beaucoup, Lynn. Puis c'est tellement vrai, cette entraide par communauté de continuer. Puis n'hésitez pas, je pense que je parle pour tout le monde ici, si vous voulez nous rejoindre. J'ai juste mis mon courriel, mais si jamais vous voulez nous rejoindre ou en tout cas, si vous voulez me rejoindre aussi pour parler de faire une autre initiative, de faire des choses, tout est, comme on disait, c'est dans le processus. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter autre chose. Ben sinon, un énorme merci, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Puis je vous souhaite plein d'amour, de bonheur et de continuité. Puis j'espère qu'on pourra reprendre ces échanges-là dans un contexte peut-être en personne très bientôt. Merci beaucoup.